Apparition, un podcast du Média Club présenté par Alexandre Michelin. Bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Clémence Farel. On est très très heureux de t'accueillir ici dans le podcast Apparition. Moi aussi. Merci. C'est à la fois, comme je le disais précédemment, une opportunité pour découvrir un parcours, découvrir un métier, et puis comprendre comment, de manière positive, on entre dans des milieux, on évolue, on fait grandir ses talents, en portant aussi une image différente, parce qu'on a soit des origines, soit une culture qui est plus riche et plus forte que les cultures traditionnelles. Le podcast Apparition suit depuis de nombreuses années maintenant des personnalités qui ont, dans le monde de la culture, le monde de la création ou le monde des médias, portent cette notion de diversité de manière extrêmement naturelle, pas comme un étendard, mais en étant simplement des acteurs et j'espère des modèles ou des rôles modèles, parfois leur corps défendant. C'est pour ça que je suis très heureux de te recevoir ici, à la fois parce que le métier que tu fais, scénographe, la conception d'événements culturels, c'est un métier extrêmement rare. On a eu des scénaristes, on a eu des personnalités qui sont des grands créatifs de publicité, on a eu vraiment une très grande richesse à l'intérieur de tous ces métiers, mais ce métier de scénographe n'est pas forcément un métier très connu du grand public, et en même temps, il est essentiel dans la transmission de la culture et des expériences. Et puis, le fait aussi que tu sois une chef d'entreprise, le fait aussi que tu gères des projets, je trouve que c'est vraiment enrichissant au moment où on se rend compte que ces industries créatives et culturelles sont au cœur de toutes les transformations, notamment les transformations liées à l'immersion, notamment les transformations liées à la technologie. Donc je trouve que c'est vraiment une très très belle opportunité de dialoguer avec toi. Le dialogue à l'intérieur du podcast Apparition est en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'on comprenne quel est ce métier, comment est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait quand on est scénographe. Le deuxième temps, c'est vraiment plutôt de se dire comment toi, Clémence Farel, tu es arrivée à être la scénographe de l'expo Hip Hop 360, tout en étant aussi celle qui a fait la scénographie de Jeanne d'Arc et aussi celle d'autres pans entiers de notre culture. Et puis, le troisième temps est plutôt vraiment lié à cette question de diversité, de métissage, ce que porte et ce qu'on devrait faire pour que ça soit naturel et plus exceptionnel d'être une femme métisse à la tête d'une société en train de créer des objets culturels. Donc déjà, commençons par définir, travailler avec toi sur ce que c'est que cette notion de qu'est-ce que c'est qu'un scénographe, qu'est-ce que c'est une journée de Clémence Farel. Alors, c'est pas pareil qu'est-ce que c'est un scénographe et une journée de Clémence Farel. Parce que déjà, scénographe, il y a plusieurs acceptations du métier. Il y a plusieurs domaines. Il y a le théâtre et ce que je fais, l'exposition et l'événementiel. C'est quand même des domaines très différents. La scénographie de théâtre, on n'a pas du tout la même approche que la scénographie d'exposition que je fais moi. Parce que l'exposition, on navigue dans la scénographie. Le théâtre, on la regarde. Donc moi, déjà, je suis scénographe d'exposition, ce qui est spécifique. Et donc, qu'est-ce que c'est scénographe? C'est la mise en scène de l'exposition, c'est-à-dire son aménagement, comment on va circuler dans l'exposition, et aussi l'interprétation des contenus qu'on nous livre, parce qu'il n'y a pas que des expositions d'art dans les musées, il y a aussi des expositions d'histoire, de sciences, de culture d'une manière plus large, où il n'y a pas forcément non plus des collections toujours. Quand on va, je prends souvent l'exemple pour les gens qui ne connaissent pas, quand on va à La Villette, tout ça, il n'y a pas de collection, on parle des atomes. Donc c'est mettre en scène du contenu, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment de l'architecture. Parce qu'on voudrait nous associer souvent aux architectes. Et moi, je revendique le fait d'être scénographe et pas être architecte, c'est-à-dire d'être metteur en scène de contenu et créateur d'ambiance. D'expérience. Voilà, et d'expérience.
Une des caractéristiques du travail que tu as fait, c'est aussi d'utiliser des technologies. Donc, tu as à la fois quelqu'un qui traduit une intention qui vient d'un commissaire d'exposition, Absolument. et puis tu décides des outils Voilà. que tu vas utiliser. C'est un dialogue. Exactement. À partir de donc, il y a toujours soit un commissaire, soit un programme muséographique. On va proposer notre vision et donc c'est là où on est. Moi, je suis scénographe et muséographe au sens où je vais proposer la muséographie, c'est la scénarisation du parcours et la création des dispositifs. Donc, on peut être muséographe sans être scénographe, c'est-à-dire on invente des choses, on est quelqu'un de plus littéraire que moi, par exemple, et il y a des muséographes, ils n'ont pas fait de design. Mais moi, je suis aussi muséographe parce que je vais décider, ben là, on va faire un film 360, là, on va faire une VR, là, on va faire une manip. Donc, à partir du moment où on décide des objets de médiation, on commence à faire de la muséographie. Par exemple, quelle est l'expo qui te vient en tête quand tu penses à ça? Ben, je le fais en fait à chaque expo. Moi, je viens du film, en fait. J'ai commencé par le décor de film et les effets spéciaux, beaucoup de studios, beaucoup de maquettes. La pub. Voilà, la pub. Je fais de la pub de haut niveau, donc on avait beaucoup de moyens. Et du coup, Du cinéma aussi. Voilà, du cinéma. Mais du coup, je puise aussi dans cet univers technique et de représentation pour inventer mes dispositifs de musée. Et pour moi, l'audiovisuel et le multimédia, c'est vraiment une prolongation de ma scénographie. C'est-à-dire que je fais de la scénographie à travers les films et c'est pour ça que je les invente. Exemple, exposition Canal de Suez, c'est pas la plus immersive. On demande de mettre en scène l'inauguration du canal de Suez. Donc moi, j'ai proposé, déjà, il y a une correspondance entre la volumétrie de l'espace, le contenu, la collection. Ça, c'est la trilogie, puis le commissaire. Et du coup, j'ai fait faire un diaporama dans les hauteurs. J'ai fait faire un film pour qu'on ait une présence avec pas de film, donc d'images et de choses comme ça. Dans les hauteurs, ça fait un triptyque, ça a construit l'espace. Ça, c'est une proposition simple. Proposition beaucoup plus évoluée où j'ai vraiment... C'est l'exposition Titanic à Cherbourg, complètement numérique. Là, j'ai créé de A à Z un scénario d'expérience complètement spécifique. J'ai condensé le temps historique en 30 minutes de visite. Tout ça à travers des films. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que c'est très compliqué, mais j'ai inventé des films de 20 mètres de long, des dispositifs, tout ça synchronisé selon... C'était en rapport avec Titanic, le Ouais, bateau? ouais, c'était en rapport avec Titanic. En fait, j'ai condensé. Je suis parti du principe que tout le monde connaît la fin de cette histoire, donc tout le monde peut rentrer à n'importe quel moment. Après, j'ai inventé des outils pour se repérer dans ce temps historique. Donc, sur tous les dispositifs audiovisuels, il y avait des curseurs. On est le 12 avril, il est 14h40, partout dans l'expo, que ce soit tel film ou tel autre. Donc ça, c'est un truc très, très poussé de muséographie. On ne va pas s'étendre parce que c'est très compliqué. C'est genre dans le temps, quoi. Voilà, le temps, l'image, tout ça créé par les dispositifs qu'on a inventés. Mais par exemple, sur l'expo Hip Hop 360, où là, c'est tout autre chose, c'est de la musique, c'est l'histoire d'un genre musical avec à la Philharmonie. Est-ce que là aussi, il faut inventer des dispositifs ou ces dispositifs s'imposent d'eux-mêmes parce que c'est de la musique et que... Non, il faut inventer aussi. Et là, les équipes de la Philharmonie, ils sont force de proposition, ils sont bons. C'est une bonne équipe, franchement. À Paris, c'est les meilleurs, quoi, on va dire. Donc, eux, ils ont aussi des idées. Mais là où je suis contente, c'est un peu... J'ai déjà fait beaucoup d'expos là-bas et on a grandi ensemble. C'est moi aussi ils m'ont confirmé qu'il leur ait donné envie de faire des dispositifs parce qu'il y a 7 ans aussi, j'avais fait musique et cinéma. Et pareil, il y avait trop de photos. Ils voulaient mettre des photos là, imprimées partout. Et j'aurais dit, mais attendez, on va faire des diaporamas, on va mettre ça en hauteur, on va faire des films avec de l'image fixe. Donc, et puis, je leur avais fait faire un studio aussi de mixage, un faux, où on mettait telle ou telle musique sur telle image pour voir le... Donc, à partir de là, en fait, les équipes de la Philharmonie, ça, tout ne revient pas à moi, hein, mais en tout cas... C'est un travail d'équipe. Voilà, on est parti dans des dispositifs. Et eux, donc pour hip-hop, il y a beaucoup de dispositifs interactifs, la radio, les platines, des graffitis, le 360, tout ça. Ça, c'est des idées du commissaire de la Philharmonie. Et moi, j'ai mis tout ça en musique. Voilà. Là, en fait, on est au cœur de ce métier. En fait, c'est à la fois un métier de transformation ou de transmission pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un qui a une idée et puis d'essayer de le rendre vivant pour un public. Pour que ça soit une expo dont on se souvienne. Ce métier, en fait, il vient apparemment, enfin j'ai lu qu'il y avait eu un petit choc
qui était Cité Ciné. Moi, j'avais vu cette expo, c'était en 87. Tout à fait. Qu'est-ce que Cité Ciné a signifié pour la jeune fille qui a été voir cette expo? Moi, j'ai été émerveillé. Je suis arrivé, j'ai vu cette expo, ça m'a fait un. Peut-être qu'il faut raconter ce qu'était cette expo. Déjà, c'était une expo sur le cinéma. Donc, le scénographe, c'est François Confineau, qui après est un des pionniers des expositions immersives. On appelait ça pas ça comme ça, mais. Et donc, c'était sur le cinéma, mais dans des mises en scène, on était complètement acteurs du film, mais pas de manière Disney. C'est ça qui est chouette dans l'expo, et moi, c'est ça que j'essaie de faire, c'est de prendre les codes des parcs d'attractions, tous ces trucs hyper... on est émerveillé, mais les mettre au service de la culture. Comme ça, il y a une espèce de mix hybride entre l'intellectuel et le fun. L'émotionnel. Ouais, l'émotionnel et la sensation, quoi, enfin l'émotion et tout ça. Et du coup, ça réunit tous les publics pour moi. Donc c'est ça que. Mais il faut pas oublier le côté intellectuel parce que sinon on tombe. Qu'il y ait du sens. Voilà, il faut toujours qu'il y ait du sens et une exigence élevée de contenu parce que sinon on tombe dans du spectaculaire. C'est plus de l'expo. Donc voilà l'équilibre. Donc Cité Ciné, on arrivait déjà, on traversait un écran. C'était complètement fou, ça a été repris. C'était en 87, hein, ouais. donc C'était des lamelles, enfin c'était assez simple. Moi, je me souviens de tous les dispositifs, comme quoi j'étais déjà quel est celui qui t'a le plus touché? Ça, et surtout après, le truc d'après, il y avait un effet de vertige avec du verre. Après, il y avait le toit, là où on s'asseyait, les portes, la Parce qu'en fait, chaque fois, ça faisait référence à des scènes de films. Voilà, chaque fois, c'était des scènes de films mises en scène par le scénographe. Il reprenait la quintessence, dans le volume. La quintessence du film. Les films sur Paris, on était sur un grand toit et c'était hyper nouveau et c'était surtout très beau. Il y a la notion quand même esthétique. Enfin, il faut toujours faire des beaux espaces, sinon ça marche pas, quoi. Enfin, et ça faisait plein d'effets. Moi, je suis sortie de là, j'ai dit mais je peux faire ça. C'est ton métier. Ouais. Et c'est resté. Tu l'as vu plusieurs fois, tu as refait plusieurs fois cette expo? Non, je ne l'ai pas faite. Peut-être je l'ai fait 2 fois. Après, je suis allée voir le numéro 2 des années après. C'était moins bien, le numéro 2, quand même. Il y avait pas la surprise? Ouais, si, il y avait mais je m'en souviens plus bien du numéro 2. Et puis après, voilà, non, c'était... ça m'a marqué, quoi. Et en fait, pourquoi c'est un métier qui existe depuis longtemps? Alors, avant, ça existe. Il y a une école canadienne sur l'expérience. Enfin, c'est pas un truc européen au départ, l'expérience de visite. Nous, on est assez classique. En fait, avant, c'était plutôt déjà, il y avait peu d'expos où il n'y avait pas d'œuvres. D'accord. Donc, déjà, pas muséal. Voilà. Donc, c'était les commissaires, c'était des bons accrocheurs, c'était des scénographes, et c'était les architectes qui faisaient. Et il y a toujours un snobisme. Il y en a plein qui t'appellent tu vois, qui te disent architecte. Mais moi, je suis pas architecte, même si j'ai beaucoup de respect pour l'architecture, j'adore. Mais l'architecte n'a pas du tout la même approche que moi, je peux avoir. Et par exemple, quand on fait des gros concours, on est avec des architectes parce que y a le bâtiment. Et les architectes, ils veulent toujours nous piquer notre boulot parce qu'ils voient que c'est de l'espace, ils pensent qu'ils savent faire, mais ils n'ont pas compris que là, on est dans le cerveau, on n'est pas dans le design d'abord. Enfin, moi, mon approche, c'est pas ça. C'est pas la forme, c'est le contenu, comment on va le mettre en scène. Donc, un archi, il va déployer des astuces spatiales qui sont intéressantes, mais il va pas être metteur en scène. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais on ne fait pas exactement le même métier. Donc la scénographie d'expo telle que tu l'entends, c'est en fait rentrer dans le cœur du sujet et travailler autour d'un certain nombre de scènes, de dispositifs, en jouant avec l'espace. Mais l'important, c'est l'histoire finalement et l'expérience que va vivre le... Même dans l'art, parce que moi je fais moins d'expos d'art, même si j'en fais, mais même dans l'art, il y a quand même Enfin, moi je suis pour... l'expo transformatrice, c'est-à-dire il faut faire quelque chose, il n'y a pas genre on va mettre un mur en bordeaux et ciao bye bye et c'est joli, enfin moi ça m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Quand on sort de l'expo, on n'est pas pareil, même si c'est normalement une bonne expo, quelle qu'elle soit, on s'en souvient d'une manière ou d'une autre. Et moi je suis dans l'ambiance, l'atmosphère, j'ai trouvé le nouveau mot pour remplacer immersion, enfin c'est l'atmosphère, quoi, te mettre dans un mood, quoi, et donc ça passe par plein de choses, la lumière, les films, les perspectives, les sensations d'espace, le détour, les surprises, plein de choses. En fait, c'est une grammaire. Exactement.
Et pourquoi c'est très canadien? Moi, je connais une société qui s'appelle Moment Factory au Canada, Ouais. qui est une énorme société, qui bien est sûr. une des premières au monde. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Amérique du Nord que l'Europe n'a pas ou que la France n'a pas? Parce que la France, elle est académique, elle est détentrice de... Du savoir. Voilà, ça c'est clair. Dans les musées, il n'y a pas mieux, quoi. Enfin, il n'y a pas un pays où il y a autant de musées. 1200 musées, je crois, en France. Ouais, enfin, c'est complètement dingue. Donc déjà, la France a un grand savoir-faire, mais académique. Mhm. Il y a le snobisme français qui fait... par exemple, les Anglais, ils font de la période room et tout ça. Moi j'adore. Qu'est-ce que c'est la période room pour c'est les non-initiés? Les petits décors, on reconstitue. D'accord. On reconstitue. Ça, on voit pas beaucoup ça en France. Non. On n'ose pas. C'est trop... C'est kitsch, sacré, ouais, voilà. C'est un peu... pourtant, c'est C'est intéressant. Disney. on va Ouais, dire, voilà, c'est c'est pas de la Disney. culture. C'est Disney. On va dans les musées anglais, tout ça. Il y a des reconstitutions des tranchées, les mecs. Alors, c'est pas forcément de bon goût, mais au moins, ils ont passé le cap de l'interprétation. D'accord. Tandis qu'en France, on est le Louvre, tout ça. Enfin, donc, tout ça est intéressant. On rejette rien. Mais moi, Non. justement... Bon, alors j'espère justement pouvoir puiser. Moi, j'ai pas de tabou. J'y vais, quoi. Je me lance et j'ai pas honte de faire des Et trucs tu un peu maîtrises aussi premier beaucoup de degré. techniques. C'est-à-dire que tu Oui, viens oui, du il faut, cinéma, ouais. tu maîtrises le décor, Ouais, tu as fait les beaux-arts, je fais les arts déco. les arts déco. Donc tu as une palette finalement d'outils et pour créer finalement ces émotions. Et c'est ça Ouais. en fait qui t'intéresse. Comment ça se passe? Ce sont des concours? Ouais. Ce sont des gens qui appellent? Comment on se retrouve scénographe? Moi, c'est des concours. C'est des concours. Des concours, donc on se retrouve. Moi, j'ai travaillé pour une société qui s'appelait Mostra, avec qui j'ai fait des concours. J'étais scénographe. Donc, j'ai pu me servir parce que le problème, c'est comme dans tous les métiers, on t'appelle toujours pour tout ce que tu as déjà fait. Ouais. Donc, quand tu n'as rien fait, on t'appelle pas. Mais par contre, quand même, les concours permettent, même si je déteste les concours maintenant, c'est infernal, ça permet quand même de gagner des trucs en étant outsider. Moi, j'ai gagné mes premiers concours comme ça, en y allant à fond. Par exemple? Titanic, Bon Appétit. J'ai monté ma boîte de scéno en 2008. J'ai gagné Bon Appétit, Manip, expo de Manip, que de Manip. Et là, j'ai vraiment... Bon Appétit, c'était pour rappeler ce que c'était. C'était à La Villette. C'est une expo qui tourne encore sur l'alimentation pour les ados, version La Villette, que des manips. Et moi, je l'ai positionné assez surréaliste, art contemporain, machin. J'ai fait des baby-foot avec des bouches, des langues, des distributeurs. En fait, tu pressais des hamburgers, tu voyais de l'huile qui coulait. Des courses, en fait, les mômes. Donc pour les mômes, donc c'est vraiment tripant, quoi. Les mômes, j'avais fait une course de haricots verts, hamburgers, lasagne, comme une course d'athlète. Ouais. Pour les manipuler, il fallait pédaler. J'avais pris des vélos de gym. Et donc l'idée, c'était, tu peux tout manger, mais si tu prends le hamburger, tu vas devoir pédaler. Enfin, donc ça, c'est des trucs super compliqués en ingénierie. Oui. Parce qu'après, on les fabrique, hein, ces trucs. Donc c'était des... Et c'est ça que j'adore, c'est que quand on fait justement l'invention de dispositifs muséographiques, on fait des prototypes, on invente des trucs, et je suis avec des gens super forts, et on trouve plein de trucs. Moi, mon truc, c'est la manip hybride, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, hybride, ça veut dire donc les manips, c'est tous les dispositifs interactifs dans les expos, les trucs où il y a des manivelles, des machins, ou des boutons, appuie, on interagit. Voilà. Donc, il y a la manip électromécanique où il n'y a pas d'audiovisuel. Et moi, maintenant, je fais beaucoup de hybrides. C'est-à-dire qu'on déclenche en électromécanique, genre tu tournes un volant, tu tires une corde, mais tu tires dans des films. D'accord. Et ça, c'est avec Unity, c'est avec des softs de jeux vidéo en temps réel. Ça permet d'associer des objets. Avec des gestes. Voilà, avec des gestes. Et ça, du coup, ça permet de faire beaucoup plus de contenu. Parce que d'avoir le film... Tu mets plus de choses que juste tirer une corde. Ça, j'ai fait que des manips hybrides à Monaco. Qu'est-ce que c'est Monaco Monaco, c'est... On peut retrouver sur Internet les différents en allant dans les sites. Sur mon site, de Muséomaniac, Clémence Farrell. Monaco, c'est une exposition permanente au musée magnifique océanographique de Monaco, sur l'océanographie, sur le prince Albert, son aïeul, le commandant Cousteau, toute la clique, là.
Et j'ai fait plein de manips hybrides parce qu'il fallait expliquer à l'époque, donc au début du XXe siècle, comment ils ont découvert l'océanographie, donc en plongeant des nasses avec des bouteilles. Donc là, plonger une nasse, on tire des cordes, on remonte des choses dans des écrans, Bien sûr. c'est instantané. Voilà, C'est une recréation de l'expérience. c'est ça. Et l'hybride, ce que je disais tout à l'heure, le distributeur où tu appuies sur une lasagne et tu vois l'huile qui coule, c'est l'huile, elle est en film. D'accord, Comme ça n'a pas de la vraie huile. bien sûr. Mais donc l'hybride, moi j'adore. Je suis fan parce qu'on peut faire plein de choses. Donc aujourd'hui, tu te retrouves avec ce métier de scénographe. Ça fait combien de temps que tu l'exerces? Ça fait depuis 20 ans. 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui, tu es une des agences, à la fois tu es toi en tant que Clémence Farel, plus Mysiomaniac, Ouais. cette société de production. Il y a une société audiovisuelle aussi. C'est celle-là. C'est celle-là. Donc il y a une agence, une société de production audiovisuelle. Il y a combien de gens qui travaillent avec toi J'ai beaucoup d'experts. Il y a beaucoup d'éclairagistes, mais on est entre 4 et 10, quoi. C'est ça. Et quand il y a une expo, il peut y avoir combien de gens sur une expo? Mais sur une expo, avec toutes les entreprises, on peut être 150. Ah ouais, donc ça devient du jour au lendemain une grosse machine. Mais après, en face, moi, j'ai pas 150 personnes, j'ai les chefs d'équipe. En fait, après, il y a les entreprises, quand on construit. Qui fabriquent. Voilà, qui fabriquent. Il y en a à peu près à chaque fois une dizaine d'entreprises, sur les gros projets, 10, 12, avec les productions dedans. Et donc, chacun a une spécialité. Chacun a une spécialité, l'agencement, c'est-à-dire le mobilier, la construction, le matériel audiovisuel, l'impression, les manips, la production audiovisuelle, je sais pas quoi dire. Enfin, ça fait toujours une dizaine. Matériel d'éclairage, ça quoi. Les qualités qu'il faut pour faire ce métier, pour créer ces univers-là, qu'est-ce qu'il faut comme qualité selon toi? Alors, déjà, savoir travailler en équipe, ça c'est la base. Aimer le travail d'équipe, c'est-à-dire aimer savoir... quand on est chef, c'est savoir imposer un truc, mais d'être à l'écoute. Et puis surtout, trouver son équipe où on est tous hyper exigeants. Parce que c'est ça aussi le travail d'équipe. Mais ça, ayant fait du cinéma, c'est une bonne formation parce que le cinéma, avec sa hiérarchie, tout son truc, on apprend à mettre son ego. La production cinéma, en fait. La production de cinéma. Qu'est-ce que tu as fait en production cinéma? Moi, j'étais assistante d'un énorme chef d'éco de pub qui s'appelle Yann Oulvig. Mais j'étais en bureau d'études, c'est-à-dire je dessinais les décors, parce que moi je dessine beaucoup. Donc j'étais dessinatrice de décors à l'échelle, pile poil pour présenter aux clients, donc dessin réaliste. Mais comme je commençais, j'allais aussi sur le plateau, je voyais tous les métiers. Et donc ça m'a appris la pub, ça m'a appris l'exigence du rendu. C'est-à-dire que la pub, il y a tellement de blé que le client, quand il arrive sur le plateau, il faut que ce soit magnifique. Donc, exigence du rendu. Hiérarchie, te mettre ton ego. J'ai commencé stagiaire, stagiaire, assistant. Combien d'années En fait, c'était bizarre parce que je faisais à la fois les dessins, mais j'étais aussi... En même temps, j'apprenais stagiaire peinture. Enfin, il me mettait un peu là et là. Après, je suis allée en bureau... Le film, c'était 6 ans, 7 ans. Après, ça s'est superposé, en fait. Moi, j'ai changé parce que j'étais maman de jumeaux, donc c'était compliqué, jumelles. Et donc, le cinéma est une bonne... ça t'apprend bien l'équipe et surtout la hiérarchie. La rigueur. Ouais, la rigueur et pas te sentir humilié si t'es bas dans l'échelle parce que c'est vraiment une machine, le travail d'équipe où chacun a sa place, que tu sois junior, senior, chef, machin, chacun a sa... Donc ça, c'est le truc. Et puis après, pour la scénographie, il faut beaucoup de qualités que moi, j'ai pas forcément, que mon équipe... justement... Oui, donc construire une équipe en fonction... Construire une équipe pour trouver toutes ces qualités de sérieux. C'est très compliqué quand même, la scénographie, parce qu'il y a à la fois de la construction, du contenu, du graphisme, des textes. Après, il y a des films. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a pas mal de femmes, parce qu'elles sont bien organisées, elles sont... C'est pas des clichés, en fait. Non. Non. Les hommes sont mal organisés. Ouais. Et donc, c'est un métier qui est très complet, et en même temps, on se met au service
soit d'une expo, soit d'un commissaire Exactement. On n'est d'expo, pas les d'un stars. lieu. Enfin, on n'est pas non plus les stars, les scénographes. En même temps, quand on cherche ton nom, on le trouve sur Oui. Google. On voit tout de suite. Non, non. Tu signes. Ouais, Est-ce que je tu es signe. considéré comme un auteur? Ouais, bah oui, je me bats pour. Tu te bats pour. C'est-à-dire que tu n'es pas simplement un rouage. On reconnaît ton style. Ouais. On vient te chercher pour les expériences hybrides ou pour un certain nombre de choses qu'on a déjà vues et qu'on a envie d'avoir. Ouais. Maintenant, je suis vraiment spécialiste dans les expositions immersives. Immersives. Ouais. Alors, comment aujourd'hui, en 2022, ce monde existe? C'est un gros secteur économique. Tu disais que c'était un des pays où il y a le plus de musées. C'est pas forcément un des pays où il y a le plus de divertissement, en fait. Non, mais il y a quand même pas mal d'offres. Je trouve de plus en plus, d'ailleurs, même après le Covid, parce que donc, on est tous abonnés, nous, scénographes, aux plateformes de marché public. Il y a quand même beaucoup d'offres. Il y a tout le temps des concours. Et évidemment, tout le monde veut de l'immersif. Alors moi, j'ai du bol, parce que j'ai choisi c'est le du talent. Oui, mais enfin, je suis allé dans le truc que tout le monde veut, donc tant mieux. Non, il n'y a pas forcément les plus gros budgets, c'est-à-dire en Allemagne et tout ça, les budgets sont plus hauts, mais il y a une offre énorme en France. D'accord. Et puis, mais par contre, tu vas à Dubaï, tout ça, tu peux pas comparer les budgets parce que ça dépend un peu de l'économie du pays, comment si c'est privé, si c'est public, la manière de produire. Mais bon, la France, on est les experts du monde. En expo? Ah ouais. Même si les anglo-saxons font des choses plus ludiques. Oui, ouais, mais ils n'ont pas notre classe. La French touch. Ouais, voilà. Donc, oui, ils sont très forts. Et puis les Néerlandais, tout ça, il y a toute cette école de design, enfin, qui est vraiment intéressante. Enfin, Allemagne, Pays-Bas, tout ça, il y a vraiment un niveau de design qui est, je trouve, plus élevé qu'en France. Mais nous, on réunit ce patrimoine incroyable qu'on a en France. Quoi. Culturel, historique, les œuvres, plus l'action publique. Exactement. Et puis, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, toi, tu travailles dans le monde entier? Ouais. C'est quoi tes dernières... c'est Dubaï? Ouais, Abu Dhabi. J'ai fait le Louvre à Abu Dhabi l'année dernière, pendant le Covid. Ouais. J'étais à Singapour aussi pendant le Covid. Ok. Le Orient Express, une expo que j'avais faite à Lima. Ah oui, avec le train. Ouais, avec le train. Parce que moi, j'habite en face et je me suis réveillé un matin, il y avait un train devant et tout le monde se demandait ce qui se passait dans le quartier. Ça a tourné le train et allé à Singapour. Donc là, par exemple, voilà un exemple spectaculaire. C'est Jack Lang qui a envie de faire l'Orient Express, enfin l'Institut du monde arabe. Qui dit un jour il faut amener un wagon? Ça, c'est Claude Mollard, qui est l'adjoint de Jack Lang, là, qui est une sommité de la culture, qui a dit, qui est un aventurier à la Jack Lang, enfin à la Mitterrand, là, qui n'ont peur de rien, eux. C'est pour ça que c'est chouette de bosser avec eux. Donc, il a amené le train. Parce que c'est une décision folle, c'est des tonnes de ferraille qu'il faut amener. Parce qu'il fallait tout supporter par les parkings, parce que ça pesait une blinde. Et non, mais surtout le train, après... Et il y avait la locomotive aussi. Ouais, il y avait la locomotive. La locomotive, c'était presque plus simple parce qu'il n'y avait pas de parking en dessous. Donc, c'était plus facile à poser. Parce que les autres, on a dû faire toute une structure en dessous dans les parkings pour soutenir les trains. Mais donc, toi, ton rôle... Claude Mollard décide de faire Orient Express. Il dit il faut qu'on amène des trains. Et après... Après, il fait un concours. Là, je suis très fier parce que j'ai battu toutes les grosses agences avec que des croquis et des citations. Un truc super poético, intello. En face, il y avait... je me rappelle, à l'oral, je suis arrivée... j'étais toute seule et sont sorties 7 personnes de l'oral. Alors, je me suis dit... Bon. Donc là, j'avais fait... c'est pour ça fait plaisir. J'avais fait un truc sympa dans le train. Tu l'avais vu ou pas? Oui, je l'ai vu, Tu sais, j'avais fait fumer. T'étais rentré dans le train? Ouais. Alors peut-être t'es allé, après ils ont enlevé la fumée. J'avais fait comme si les gens étaient partis du train, là. Juste, ils venaient de sortir. Donc des mélanges anachroniques de personnages dans un même wagon. Et là, j'avais fait l'effet spécial. J'avais fait vibrer le train, mais peut-être qu'à un moment, ça a desserré les boulons, donc on l'a arrêté. Tu vois. Ouais. Bon, bref. Et puis après, il y avait l'expo dans le Lima. Et donc cette expo, elle circule. Là, il faut aller l'installer à Singapour. Ouais. Et donc, de nouveau, il faut que le bureau d'études analyse le poids et les trains partant par cargo. Moi, j'ai refait la Céno, j'ai réimplanté
j'ai réimplanté les trucs, quoi. Donc c'est aussi un métier assez technique, c'est à la fois un métier artistique, créatif, mais technique. Très technique. On nous prévient pas d'ailleurs quand on est étudiant que ça va être très, très technique. On rédige des cahiers des charges, c'est hyper technique. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de lourd quand même, c'est pas du graphisme. Et il faut avoir aussi une conception un peu de la mise en scène finalement. En tout cas de la circulation des gens. Ouais, oui, un peu des notions d'architecture, d'agencement, comme on agence un parcours. Et après, la mise en scène, ça dépend du type de scénographe qu'on est. Parce qu'on peut être plus designer, plus metteur en scène, plus architecte. Moi, je suis plus metteur en scène. Mais d'autres ne font pas comme ça. Et après, tu choisis des agences ou des compétences. Non, après, il y a encore des appels d'offres. Ah, il y a des appels d'offres. Ouais. Donc, nous, on rédige tous les documents. Comme un chef d'orchestre, et puis on choisit après, tel il y a instrument. un concours avec des critères, des trucs. Et nous, après, on analyse les offres et on choisit. Et après, on part en construction. Donc, il faut avoir plusieurs projets en même temps. Exactement, pour gagner sa vie, c'est bien le problème du business. C'est dur justement d'être businessman là-dedans. C'est ça qui m'énerve parce que moi, je voudrais être businessman, mais on ne peut pas. Et après, le travail en lui-même, c'est genre 1 an, 4 à 5 mois d'études, 6 mois d'études. C'est que nous, on étudie, on fait des avant-projets, on est validé, machin. À la fin de ces études, on rédige les cahiers, les appels d'offres, on lance une consultation, là, les entreprises arrivent et puis on fabrique. D'accord. Et après, on est responsable du chantier. Du chantier. Et de la bonne livraison. Ouais. Et ensuite, le client, que ce soit un musée ou un commissaire d'expo, arrive et il dit ça me plaît, ça me plaît pas, ou tout est déjà validé en fait. Non, tout est déjà validé. Alors moi, je dis un truc qui me plaît beaucoup en même temps dans le marché public par rapport au privé, c'est que mon client, il me tient pas par l'argent. Il y a une espèce de quelque chose de très agréable par rapport au privé. Enfin, moi que je ressens, vu que je fais 80% de public, 20% de privé, c'est que l'argent est une histoire de responsabilité. C'est pas un asservissement de ton client, genre je t'ai payé, tu fais ce que je te dis. Non, c'est pas ça. C'est maître d'œuvre, maître d'ouvrage. C'est cette notion publique avec l'argent public et au milieu avec des exigences du maître d'œuvre que les archis respectent pas. Mais moi, je fais très attention parce que c'est l'argent public. Et du coup, on est sur un espèce de pied d'égalité avec chacun ses missions. C'est pas comme dans le privé. Le privé, on peut par analogie dire un peu que c'est comme au cinéma hollywoodien, quoi. Final cut, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Ouais, c'est ça, exactement. Où on va où il y a une espèce de. Je t'ai donné $1 million, Voilà, c'est ça. Mais je le ressens vraiment. C'est pas vraiment une caricature parce que dès que je bosse pour du privé, même si mes clients sont très sympas, c'est pas la même relation. Voilà, c'est pas la même relation à l'argent en tout cas. Là, c'est leur argent, les privés. Oui. L'autre, c'est pas leur argent. Donc c'est vraiment. C'est une mission de service public. Après, on a des pénalités. Enfin, il faut tenir le budget, mais ça met pas la même relation. Donc, une agence gagne sa vie en gagnant des appels d'offres. Ouais. Et puis, du privé aussi. Il y a du privé avec d'autres exigences. Voilà. Et puis, toutes les compétences qui se mettent au service de ces expositions, de ces événements, finalement, sont soit des indépendants, soit des agences elles-mêmes. Absolument. Des entreprises spécialisées dans les écrans LED ou dans je sais pas quoi. Que des niches. Ouais, c'est toujours les mêmes boîtes qui répondent. Même en production, en fait, il y a beaucoup de productions qui ne connaissent pas le système d'appel d'offres. Donc, ils ne savent même pas qu'il y a des, qu'il y a des films. Donc, c'est toujours les mêmes. Et tu as une idée de la taille de ce secteur ? Il y a combien de gens qui travaillent dans ce secteur en France ? Je sais pas, tout cumulé, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de monde, ça fait beaucoup de monde. Oui, ça fait beaucoup de monde. Mais c'est quand même... moi, je connais tout le monde. Enfin, toutes les boîtes, grosso modo. Les boîtes d'agencement, je les connais à peu près toutes. Les boîtes de prod audiovisuel qui font la muséo, je les connais à peu près toutes. Donc, je pourrais pas dire en nombre. Moi, je trouve que c'est quand même une niche. D'accord. Parce que c'est des gens toujours les mêmes. Mais après, c'est quand même beaucoup de monde, oui. Et ils voyagent beaucoup, comme toi, ils font des... Moins parce que, en fait, soit c'est plutôt les scénographes qui voyagent. Le problème en France, c'est que personne parle anglais, donc la catastrophe, quoi. Enfin, moi, je parle anglais, donc tu voyages moi, je voyage. Tant pis pour eux. Hein. Donc, nous, les scénographes, on va voyager. Moi, je fais des projets donc en Chine, en Asie, au Mexique, en Afrique. Pas en Amérique du Nord ?
En Amérique du Nord, non, pas Non, trop, les non. Canadiens, ils ont Non, tout. non. Moment Non, parce Factory que a tout cassé. c'est Oui. plus, c'est Ils plus restent entre eux. compliqué, ouais. Ouais. Compliqué. Mais par contre, les entreprises, bah, ils n'ont pas de raison. Les agenceurs, ils vont se délocaliser, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Bien sûr. Donc, parfois, moi, je pars avec eux. Là, je viens d'ouvrir un projet à Berlin. Bon, bah, il y a des Français qui sont allés, enfin, voilà, mais c'est plutôt les scénographes Qui voyagent. Ouais. Qui ont le savoir-faire et qui ont C'est une ça. signature. Ouais. Bah, je trouve qu'on a vu un peu quel était ce métier, qui est un métier original, puisque ça tient à la fois de l'architecture, de la production. La deuxième partie là, de la discussion est sur ton cheminement, ton parcours. Parce que c'est justement aussi souvent dans ces moments-là que se jouent beaucoup de choses sans qu'on en ait nécessairement conscience. Toi, quand tu es lycéenne ou étudiante, avant d'avoir été à Ciné, Cité Ciné, est-ce que tu avais pensé à ce genre de métier? Ah ouais, moi j'étais quand même assez baignée dedans parce que mon père est architecte et ma mère, qui est guadeloupéenne, a l'exploit elle bossait à Beaubourg. En fait, je ne sais plus exactement si elle était en fac d'urbanisme. Elle faisait du droit. Elle a rencontré mon père, je crois, qui lui a dit intéresse-toi à l'urbanisme. Elle s'est retrouvée assistante de Françoise Chouet, qui est une cadre en urbanisme. Après, elle s'est retrouvée à Beaubourg. Peut-être je me trompe dans le parcours, mais bref, elle faisait des expos. Donc j'étais quand même. Donc tu es une enfant de la balle, si je sais. Ouais. Une enfant elle était commissaire. Elle n'était pas scénographe. Donc j'étais quand même dans le milieu. D'accord. Donc en fait, ça m'est pas venu de rien. C'est pas venu de rien. Non. Donc c'est commissaire d'expo, c'est celui qui fait le contenu, qui choisit l'axe. Et donc toi, c'était quand même un monde. Ouais, c'était un monde quand même que je connaissais. Mais tu n'avais pas décidé de travailler dedans. En général, Non. Je voulais être danseuse. Moi, après, je voulais faire. Après, je me suis fait mal à la jambe. J'ai abandonné. Et puis, j'ai eu ce choc. Et je sais pas pourquoi, en seconde, je me suis dit, je veux dessiner. Donc toi, ton outil, enfin, naturellement, c'est le dessin qui te fait aller vers les arts déco, vers la création, quoi. Ouais. À 14 ans, je me suis mis à vouloir dessiner. J'ai acheté des bouquins de dessin. Je voyais quand même mon père dessiner en archi. Ça quand même baigné dans le truc. Mais je sais pas, j'ai eu un moment, je disais, je vais dessiner. Donc j'ai appris, j'allais faire des cours. J'étais dans un bon lycée, machin, mais je leur disais déjà, non, moi, je vais faire les arts déco quand ils voulaient que j'aille en Hippocane. Et voilà. Et puis, j'ai continué. Donc, je suis allée d'abord aux arts appliqués. Non, j'ai fait d'abord un atelier. Donc, d'abord le concours. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans le concours, alors? Le concours, il y a 3 épreuves, c'est long. Il y avait une épreuve de 8 heures de dessin. Là, on est 3000. Ils égrènent. Et après, il y a une épreuve de créativité, une épreuve de texte. Enfin, il faut lire des bouquins. Et puis, à la fin, on est 80 quand même. Et après, il y a un oral à la française. Après, il y a un oral, ouais. Il faudra défendre brillamment ses idées devant des gens qui savent tout. Exactement. Et après, on ne fout plus rien pendant 5 ans. Et on a le diplôme. Voilà. Et moi, je suis prof aux arts déco maintenant depuis 2 ans, donc c'est marrant. Et donc, je les trouve très forts, les étudiants. Et en fait, toi, tu étais à la fois quelqu'un qui était dedans bien inséré, finalement. C'est ça, entre ton père archi, ta mère commissaire d'expo. Ouais. Pour autant, non seulement il y a le concours, mais après, il y a la réalité du métier. Bah oui. Et donc, après, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir connaître ce métier. Justement, c'est pour ça que c'est bien de faire des podcasts. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il faut déjà le connaître, ce métier. Bien sûr. Donc moi, je savais quand j'ai vu Cité Ciné quel était ce métier. Oui, il y avait des gens derrière, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Enfin, tu sais moi, je l'ai vu, mais j'ai trouvé que l'expo était géniale, mais j'ai plus pensé au cinéma. Voilà, bien sûr. Exactement, t'as pas décortiqué. On pensait qu'il y avait des plans, qu'il y avait des gens qui avaient fait des scènes. Voilà. J'ai dit, c'est génial, ça m'a rappelé tel film. Absolument. Et donc, et même, j'étais attiré aussi par la scénographie de théâtre à l'époque. D'accord. Voilà. Après, le théâtre, moi, c'est pas mon truc parce que c'est une autre approche. C'est beaucoup plus plastique et beaucoup plus... comme un artiste, justement. D'accord. Si tu veux, moi j'ai l'impression que le cinéma c'est un monde très 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 fermé. Toi tu y entres par une fête. Oui, ben ça c'est aussi un effet de réseau. Hein, c'est des gens, les gens qui se connaissent et ils font des fêtes et ils se rencontrent. Bon, ça
Donc, t'as pas eu toutes les barrières qui existent Non, pour la plupart des autres. C'est-à-dire, les gens savent pas que le métier existe. exactement. Deuxièmement, ils ont des compétences, mais ils n'ont pas les réseaux. Donc, ils n'ont pas les premières opportunités qui sont utiles pour te faire les premières griffes là pour apprendre. Moi, j'ai eu de la chance. T'as eu de la chance. Et en plus, t'as été carrément. payé. C'est-à-dire que t'as été sur une mission réelle. Et Ouais. donc là, après, ça s'enchaîne. Ou est-ce que tu découvres le cinéma en te disant, bon, c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais on me paye, et bien, on me paye bien. Comment tu te retrouves dans le cinéma quand même pendant 6 ans, quoi? Ouais, même plus. Non, je dis, c'est génial. J'adorais. Le truc, c'est que j'ai des enfants. Donc là, le problème d'être femme, mère, quand on fait du cinéma, enfin, j'ai eu de la chance et tout ça, mais après, j'ai rencontré tous les problèmes des mères et des... La charge mentale. Ouais, la charge mentale, la charge... parce qu'en fait, quand tu es assistant d'un gros chef d'éco, les producteurs, ils te branchent pour faire des premiers... Ils te prennent comme chef d'éco sur des trucs petits. Donc, je commence à être chef d'éco, mais l'enfer, en bluffant, en connaissant pas le métier, enfin, en disant oui, pas de problème. Donc là, avec les mômes, j'avais des jumelles et tout ça, je pouvais pas. Donc, un jour, j'ai décidé, bon, ben, je peux pas faire du cinéma. Parce que soit je laisse tomber mes mômes, soit, ben, voilà, quoi. Donc, voilà, j'ai préféré être maman, mais j'ai continué évidemment à travailler. Je n'ai jamais pas travaillé. Et j'ai bifurqué sur l'événementiel. J'ai eu des plans. Et après, je suis allé dans une agence. Donc, il faut une qualité pour qu'on parle de toi ou qu'on reconnaisse, pour que les gens s'échangent les noms. Ouais, quand même. Si tu connais quelqu'un Bah qui a oui. fait... Et donc, il faut rester 6 ans dans le cinéma. Donc, t'as travaillé sur beaucoup de films, beaucoup de pubs, c'est ça? Plein de pubs. Plein de pubs, ouais. Grosse pub. Yves Saint Laurent, Perrier. Je suis allé à Los Angeles, j'ai voyagé partout dans le monde. En dessinant, hein. J'allais pour dessiner. Hein. C'est-à-dire que tu allais là-bas, tu dessinais les décors. J'étais avec mon chef parce qu'il avait besoin de moi et je faisais les dessins. Quoi. Et tout ce qu'il racontait, toi, tu le dessinais. Ouais, enfin, tout ce qu'il voulait designer, il me faisait des croquis. C'est un grand designer, mais il dessine pas. Et moi, je lui dessinais le décor qu'on présentait à l'échelle. Voilà. Et ça, c'était ce qui était présenté au client, qui validait. Exactement. Et ça, c'est pour la pub. Ouais. Pour le cinéma? Pour le cinéma, j'étais en bureau d'études, j'ai fait Blueberry, j'étais surtout en pub. Hein. Blueberry, j'étais plutôt en équipe. Pareil, bureau d'études, dessin, comme ça. Bureau d'études, c'est quand... Bureau d'études, c'est tu dessines les décors. Enfin, tu vois, il y a des assistants, t'es pas sur le plateau. T'es en train de dessiner en amont. En fait, tu as des qualités artistiques très fortes. Enfin, le dessin, c'est devenu... Ouais, le dessin, c'est ma signature. Ta signature. Et en même temps, il faut traduire soit des choses complètement littéraires, qui sont la vision de quelqu'un qui est un artiste ou a un besoin d'un marketing et d'un publicitaire. Donc là, il faut avoir les pieds vraiment sur terre. Il faut comprendre les conséquences de ce qu'on dessine. Ouais. C'est pas juste un dessin. C'est un dessin en sachant qu'il y a le dessin, un train c'est comme un média, quoi. Enfin, c'est pour faire passer tes idées. Moi, je dessine beaucoup parce que ça permet de faire passer très rapidement et de manière très claire tes idées, que ce soit à ton équipe comme à tes clients. Donc moi, je dessine toute la journée. Je fais que ça. Enfin, quand je parle à quelqu'un, je me dis, mais je prends mon crayon, je dessine parce qu'on parle. Tu vois. Oui, et puis ça permet de communiquer de manière simple. Tous les dessins sont pas beaux, hein. C'est pas on n'est pas là en mode artiste. C'est un langage, quoi. C'est un langage, c'est une manière de communiquer à tous les niveaux. Mais moi, je le valorise aussi. J'en fais ma marque j'en fais ma personnalité. Enfin, c'est aussi un plaisir, quoi. Il y a beaucoup de cinéastes, Fellini, qui étaient caricaturistes, d'archi aussi. Ouais, il y a beaucoup il y a plein de cinéastes qui étaient archi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est l'espace, quoi. C'est une compréhension de l'espace et de ce que signifie l'espace. Et tout le truc de la perspective, ça, en scéno, c'est très très important. Perspective, point de vue, découverte, détour, ces trucs qui peuvent être du cadrage cinématographique. La grande différence parce que j'ai analysé quand même les différentes scénographies, parce que j'ai quand même fait un peu de théâtre et tout ça, c'est que le cinéma, t'as le cadrage, toi en tant que chef d'éco, t'offres un champ et le cinéaste, il va le recadrer dedans. Tandis que la scénographie d'expo, c'est toi qui offres ce champ. Alors tu crées des cadrages, mais c'est toi qui les crées. Enfin, tu maîtrises beaucoup plus le truc de A à Z par rapport à chef d'éco de cinéma. Et dans tout ce parcours où tu as mentionné le fait que la difficulté à un moment donné, c'était d'être une femme,
puisque tu es obligé de faire des arbitrages entre ta vie perso et ta vie de famille. Être une mère. Ouais, être une mère. Mm. Est-ce que il y a eu des moments où tu as rencontré soit le racisme, soit le fait qu'on te choisisse pas parce qu'on préférait quelqu'un Ouais, moi j'ai rencontré évidemment discrimination. La discrimination d'une manière sourde, c'est-à-dire par exemple j'ai des histoires dont une je vais au petit palais, je vais balancer hein. on monte. Je vais dans un musée et j'ai rendez-vous avec la commissaire, je me présente à l'accueil en bas et ils me disent d'attendre dans la salle d'attente. La commissaire doit venir me chercher. On est 2, il y a une blonde sur le banc. J'ai même pas la commissaire arrive, j'ai même pas le droit à un regard. Elle fonce sur la blonde. Donc et donc moi je lui dis c'est moi Clémence Farel et là je la vois se décomposer parce qu'elle a compris son réflexe raciste. Et donc ça m'est arrivé. Ça pourrait être une blonde. Ouais voilà. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, ce genre de choses. J'ai refait le bar du drugstore, pareil, j'attendais au bar, j'attendais des entreprises, mais personne ne va aller vers une femme noire par rapport à architecte d'intérieur ou scénographe. Oui, c'est pas envisageable, hein, parce qu'on est très peu. C'est pour ça que il faut se lancer dans ce métier, parce que moi, je me suis toujours sentie un peu seule, quand même. Oui, c'est-à-dire que tu arrives, tu es compétente, on connaît ton nom. On t'a jamais vu. Voilà. Et on peut pas imaginer qu'avec la couleur de ta peau, tu puisses être compétent. Ouais, c'est ça. Je rentre pas dans le cadre de la culture française. Donc ça, Farel, c'est pas un nom. Non, français. c'est le nom du père de mes filles. C'est un nom irlandais. Ouais. Donc on imagine une blonde. Exactement. Ouais. Une blonde ou. Et sinon, des espèces aussi de discrimination un peu étranges. J'avais concouru pour l'expo racisme au musée de l'Homme. Bon, alors j'étais contente. Moi, je suis assez provocatrice, donc je leur disais à mes concurrents, je dis mais moi je vais gagner, je suis noire. Pour une fois que je peux. Et bon, j'ai pas gagné pour de multiples raisons, mais c'est pas grave, on a le droit de perdre. Mais quand même, je crois qu'ils ont eu quand même un peu peur, si j'ai bien compris, que je sois trop. Moi, j'avais proposé des choses assez extrêmes. J'avais changé la muséographie un peu, avec des choses un peu plus hard, genre le musée des horreurs, la salle de la honte pour consigner la parole raciste, c'est-à-dire, et je m'étais présentée comme une experte. Je dis, écoutez, moi je suis experte. Je sais de quoi je parle. Ouais. Et ça, ils ont pas compris. Alors, je leur en veux pas et je veux pas, enfin, mais et puis après, il y a la solitude, quand on est dans un environnement complètement blanc, moi je raconte toujours que j'ai un espèce de scanner, d'avoir été toujours dans des milieux de blancs, on se sent toujours un peu seul depuis l'enfance. Oui, mais en même temps, ton père est blanc, ta mère est noire. Ouais, c'est ça. Donc je suis moitié blanche, exactement. Sauf que comme les gens te renvoient toujours le truc que t'es noir, et que t'as été habitué, parce que moi j'ai un parcours de française. Enfin, je suis allée au ski, tout ça. Donc j'étais souvent la seule noire dans un monde de blancs. C'est comme ça, et ça forge le caractère aussi. Ça. Oui, c'est un non-dit, mais c'est un non-dit, c'est-à-dire que t'es un peu mal, mais en même temps t'es obligé d'y aller, quoi. Donc voilà, chacun son parcours. Mais moi j'ai un parcours de chance, ça c'est sûr. Beaucoup de travail aussi. Ouais. Ah oui, non, de travail. Mais j'ai pas. Enfin, tu vois, Qu'est-ce que c'est la chance en l'occurrence? La chance, c'est d'avoir eu ce réseau, par exemple. Tu vois, d'avoir eu des parents intelligents, d'avoir eu une culture, d'être bien éduqué. Oui, donc ça veut dire que dans les milieux où tu arrives, tu es bien accueilli, tu connais les bonnes manières. Voilà, exactement. Je suis pas partie de zéro, quoi. J'ai eu de la chance au sens où j'ai eu des parents aimants, éduqués. Et après, c'est clair que j'ai bossé à fond et je bosse toujours à fond. C'est-à-dire que c'est une passion, c'est une... Ah ouais, c'est une passion. C'est une passion, une exigence. C'est un truc de têtu, quoi. Ouais. Une persévérance. Ouais, une persévérance. Ça m'amuse pas si c'est mal fait, quoi. Enfin, voilà, une exigence, quoi. Ouais, exigence. Perfectionniste. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu réussis en gagnant des concours. Ouais. C'est à la fois parce que tu as un nom aujourd'hui, parce que tu sais gagner des concours. J'en perds aussi. Hein. On en perd beaucoup. Ouais. Ouais, on en perd beaucoup. Pour en gagner, il faut en perdre combien? Ah, il y a des phases, tu vois, mais c'est
Un tiers. Un tiers gagnant. Un tiers gagnant. Ouais. Donc ça veut dire que 70% des fois... Mais ça dépend des périodes. Parfois, tu vas en gagner 4 d'un coup. Mais c'est très, très dur. Vraiment, c'est difficile pour nous. Justement, on parlait de la femme entrepreneuse. Moi, c'est hyper frustrant. Tu peux pas mener ta boîte. C'est-à-dire que tu es tributaire, justement, sur ce temps long qui prend des mois et des mois de concours, de la réponse d'autres. Et puis, tu peux te planter au concours parce que c'est pas la vraie vie. Tu es tout seul dans ton coin, alors que le métier, c'est discuter avec tes clients. Donc, moi, je leur dis, première chose que je dis à tous les oraux de concours, là, j'étais seul, mais ça se trouve, je me suis planté, quoi. Enfin, donc c'est pas bon comme méthode. Et en même temps, c'est bien, ça permet de commencer. Moi, c'est ça qui m'a fait démarrer. Oui, c'est quand même ouvert. C'est pas, il y a quand même le concours. Et parce qu'en fait, il suffit que tu aies une petite écriture, ils vont te prendre parce qu'ils ont envie de voir un nouveau truc, prennent au concours parmi d'autres beaucoup plus confirmés. Et là, là, tu le gagnes. T'as ta chance. C'est comme ça, j'ai gagné Titanic, qui était une grosse 2,5 millions de budget, des gros budgets. Mais j'étais l'outsider. Et donc, c'est comme une agence, finalement, une agence de pub. En tout cas, tu gagnes une campagne qui te fait connaître. Et puis ensuite, donc tu passes du temps à monter cette opération. Et en parallèle, il faut continuer C'est ça, à faire les projets, à faire les concours. C'est quand même un monde de réseau, en fait. Il faut connaître les gens, il faut être reconnu. Oui, c'est un monde, mais comme à peu près dans tous les métiers, on te prend toujours pour ce que tu as déjà fait. Enfin, c'est un peu dommage parce que tu peux pas sortir du... Moi, je suis contente parce que du coup, on me prend pour ce qui me plaît. Donc ça, au moins, je me suis mis dans le bon créneau parce que parfois, tu peux... tromper. Ouais, pas te tromper, mais tu as eu du succès sur un truc qui n'était pas vraiment toi. Moi, il se trouve que j'ai eu du succès sur des choses qui étaient vraiment moi, c'est-à-dire Bon Appétit, il y avait beaucoup de fantaisie, d'humour... tu vois, de trucs... On s'en souvient, moi je me souviens, je l'ai pas vu, mais on en parlait. Voilà, enfin, c'était vraiment moi. Les articles qu'on lisait sur... Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était chouette. Titanic aussi, bon, ça a 10 ans, je suis super contente de comment ça tient dans le temps. Voilà, après, j'ai tout le reste, et puis... Et le côté chef d'entreprise, finalement, c'est pour être indépendant, c'est pour pouvoir équilibrer entre les différents métiers, c'est une nécessité parce qu'au moins on est sûr que c'est bien fait en fonction de ce qu'on veut. Bah, c'est une nécessité, par exemple, pour répondre au concours. J'avais pas le choix, c'est-à-dire qu'à un moment, j'étais à la Maison des Artistes, je suis toujours, d'ailleurs, j'ai une statut, je suis auteur. Donc, soit tu te développes, donc il faut monter une boîte. Quand t'es les assurances, enfin c'est du sérieux les expos, donc tu vas pas le faire en mode complètement artisan. Donc en général, tu es obligé d'avoir une structure qui te demande, parce que t'as une équipe, t'arrives à une équipe, il faut une responsabilité. Voilà. Donc ça, c'était le premier truc. À un moment, je me suis dit bon, faut que je monte une boîte. Ça, c'était fantastique. Après, quand j'ai monté mon autre boîte, donc Muséomaniac en 2016, c'est justement parce que j'en ai marre de faire des concours. Et donc, je voudrais être producteur d'expo dans un monde le plus fou. Donc, avec un Covid qui est passé par là. Donc c'est une autre activité. C'est une autre activité. J'ai une idée de faire une expo et je suis capable de rassembler les financements, trouver les lieux. Les commissaires, tout. Commissaire. Et surtout, au début, c'était pour le prolongement. Faire les films que j'inventais en tant que scénographe. Parce qu'avant, j'étais obligée de prendre des bureaux d'études d'audiovisuel avec moi, comme je fais des expos immersives, et ça m'énervait quand même Donc c'était aussi pour prolonger cette spécificité d'expo parce numérique. Parce que tu connais le film, tu sais comment on fait. Voilà, donc j'ai des équipes pour le faire. Donc ça, Muséomaniac, ça tourne avec ça. On fait des films aussi d'expo. D'accord. Oui. Mais le but, donc ça tourne avec ça. Le but, c'est d'être producteur d'expo. D'accord. Donc en fait, tu es en train de remonter quelque part cette filière que tu as un peu inventée des expos immersives. Ouais, enfin, je ne peux pas inventer, mais j'ai participé. Participer. Ouais. Et justement, aujourd'hui, tu dis que tu es finalement la seule noire. Il y a pas de. Ouais. C'est un monde. On est deux. Il y a Franck Ondegla, qui est un super scénographe très intelligent, qui fait commissaire aussi, qui a une expo en ce moment à la Biennale de Saint-Étienne. Après, j'en connais pas vraiment d'autres. C'est vraiment fort dommage. Je vais au lycée Blanqui, parfois à Saint-Ouen, pour raconter mon métier, parce qu'il y a des prépas Sciences Po pour leur expliquer justement ce que c'est. Et justement,
quand on est littéraire, comment ça peut devenir un métier hyper opérationnel de la muséographie. C'est-à-dire qu'on peut raconter des histoires. Voilà, parce que littéraire, tu sais pas trop quel métier tu peux faire. Et puis les parents t'encouragent pas spécialement. Oui. Et puis, soit si tu veux un truc un peu différent, tu vas dans la com. Or, tout ça, la muséographie, la scénarisation de contenu culturel, je trouve que c'est vraiment des métiers d'avenir. Oui. Et là, par contre, maintenant, ça change pas encore au niveau des professionnels comme moi, parce qu'à mon avis, ça va demander de la formation, donc c'est une histoire de génération. Déjà, là, moi, je vois aux Arts Déco, il y a plus d'étudiants noirs qu'à mon époque, on était 1,5, 2, sur 800, enfin. Oui. Et surtout, maintenant, il y a un mouvement qui énerve certains sur l'art contemporain africain, qui est le truc le plus branché dans l'art contemporain en ce moment. Donc, en fait, ça brasse déjà au niveau des vernissages, c'est beaucoup moins blanc. Enfin, oui, il y a un autre public. Oui, il y a un autre public, il y a tout un monde de l'art contemporain sur le continent africain qui est énorme, qui est très branché. Donc, il y a vraiment un mouvement, ça va changer, mais c'est une histoire de ce métier, de toute façon, que tu sois blanc ou noir, il est mal connu. Donc, en plus, quand tu es noir, ça veut souvent dire que tu vois, t'es issu aussi de familles pas forcément très riches installées en France. Moi, la chance que j'ai eue, c'est aussi ça. Enfin, on n'était pas riche, mais c'était quand même, mon père est un bourgeois français. Ma mère, c'est entre les deux, tu vois, c'est antillaise, pas forcément très riche, mais éduquée. Avec un capital culturel. Voilà. Et puis quand même, mon grand-père était un grand homme et tout ça, même si c'était compliqué par ailleurs. Donc, on en revient souvent à des phénomènes sociaux. Après, on se sent... c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Non, mais enfin, c'est un autre regard aussi. Enfin, j'ai vu ça dans un papier qui était sur toi dans Elle. Tu as un autre regard. C'est-à-dire que il y a le fait d'être une femme dans un monde qui est très, très masculin. Mais il y a aussi un regard qui est riche entre les Antilles, la France, le monde, le simple fait que tu parles anglais, que tu sois ouverte sur le monde. Exactement. Et je pense que j'amène... d'avoir été toujours un peu différente des autres amène des regards biais, enfin, tu vois, d'autres sensibilités, d'autres regards. Je pense que ça joue, mais ça Et puis, tu es autonome aussi aujourd'hui maintenant, puisque tu réponds à des concours, tu as cette boîte que tu es en train de développer, qui est en train de devenir productrice, tu es en train en tout cas de prendre la main sur un certain nombre de sujets qui t'intéressent. Donc aujourd'hui, t'es moins dans la dépendance. Exactement. Puis j'ai fait beaucoup d'expos déjà. Enfin, j'ai un palmarès, tu vois. Ouais, quand même un peu. Track record. Non, mais c'est l'histoire de. T'as eu des millions d'entrées déjà. T'as franchi toutes les étapes. Non, mais quand même, t'as des buts. Enfin, moi, je me souviens très bien quand t'es une maman. Enfin, moi, je conseille pour les carrières, il y a quand même des objectifs à atteindre. Moi, je me souviens quand j'ai eu 30 ans. Je me suis dit, bon, il faut qu'à 40 ans, j'arrive, quand justement j'ai décidé de plus faire de films et de faire autrement à cause des enfants, je me suis dit, bon, c'est pas grave, moi ça va me prendre plus de temps parce que j'avais ramené plein de potes des Arts Déco, des mecs, et eux ça traçait, hein. Parce que le soir ils allaient rigoler avec les prods, voir des coupes, pendant que moi j'allais m'occuper de mes mômes. Donc tu vois, tout le côté réseau, tout le côté bien sûr, machin, toi t'es pas dedans. Non. Tu connais les gens qui font ceci, tu les revois. Et tu sors, moi je sortais pas, moi j'ai eu un 3e enfant. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, ça va me prendre 10 ans. Donc moi je conseille aux jeunes, de toute manière, les carrières, ça se construit sur un long terme, ça se construit en dizaines d'années. Donc ce que je veux dire, c'est que là maintenant j'ai 50 ans. J'ai quand même fait des très belles expos, c'est un truc collectif, hein, c'est pas... Non, mais Et donc c'est un autre, tu vois, c'est un autre chemin. Voilà, c'est un autre chemin. Et j'ai une 3e boîte depuis un mois, qui s'appelle Système D, et on est très associés, et on a un lieu, c'est un truc pour avoir un lieu à Malakoff, un lieu magnifique. On va faire des expos l'art pour l'art. Donc là maintenant j'ai le lieu. Qui fait combien de surface 600 mètres carrés, c'est un truc magnifique. Avec la hauteur sous plafond, tout ce que tu vas pouvoir. Tout ce qu'il faut. Et on est avec des artistes, des avocats, enfin c'est un espèce de groupement, je passe le détail, mais du coup, ça donne un autre espace. Ça c'est Système D, c'est la 3e. Donc en fait, tu es en fait un entrepreneur.
Total. Total. Mais j'aimerais bien être salarié, par contre. Tu vas avoir la Mais sécurité. très bien payé, très bien payé. Ouais. Ben, en fait, là, en ce moment, j'en ai marre de devoir ramener de l'argent en faisant mon travail. Enfin, être dans la prospection Ouais. à la fois que dans la production, c'est fatigant, quoi. Et puis surtout les up and down de l'entreprise. Oui. Ah oui, ça c'est la difficulté de Ah oui. l'entreprise. C'est dur, la scénographie, on voit pas à très long terme, donc. Ouais. Donc, il y a des questions de trésorerie, des questions de gestion humaine, des talents, et tout ça. Ouais. Et ça, c'est fatigant, évidemment. Bah oui, c'est chef d'entreprise, quoi. La question de la diversité aujourd'hui, si on devait faire quelque chose, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille plus vite, qu'on ait plus ce sentiment que toi tu décris très bien, que moi j'ai eu souvent aussi, d'être le seul ou la seule dans la salle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Toi, tu vas dans les lycées, tu donnes des cours. Donc déjà, tu es un peu toi-même un modèle ou en tout cas un exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça devienne presque une banalité d'être métisse ou d'avoir une culture aussi riche? Tes enfants, tes 3 filles, est-ce qu'elles vivent les mêmes choses que toi? Comment elles voient ces éléments-là? Et puis, est-ce que tu vois que ça a changé ou est-ce que tu sens qu'il y a toujours les mêmes... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si, je vois... Alors, tout est de politique, quand même, d'éducation. Enfin, il y a l'éducation, ça c'est sûr. Donner accès à ce monde fermé de la culture, ouvrir ce petit monde là. Quand on a vu, j'étais déprimée. Il y a eu des études sur les musées là dernièrement, t'as vu que c'est toujours la même chose que dans les années 50. C'est dramatique. Toujours les gens qui ont déjà un capital culturel qui vont dans les musées. C'est qui vient. Alors et moi quand je vais à l'expo hip-hop, là je suis enchantée parce que t'as un public. C'est hyper émouvant. Et c'est à la Philharmonie de Paris. Ouais, voilà, c'est la Philharmonie. Et le public, c'est hyper touchant parce que c'est tu vois, des pères avec leurs fils noirs ou des mères blondes avec leurs filles blondes. Ils ont la même connexion, ils ont la même joie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'avoir des sujets, en fait. Ouais, voilà, il faut trouver des sujets rassembleurs pour les musées. Il faut trouver des formes attractives pour arrêter que les mecs se fassent chier quand ils font des expos. Il faut qu'ils puissent décoder sans nécessairement avoir la culture. Il faut les amener. Moi, je sais comment on fait. Enfin, c'est la technique immersive, mais il faut être très, très, très exigeant intellectuellement parce que c'est comme ça qu'on valorise le public. C'est-à-dire que le public se sent valorisé, estimé. Enfin, on le prend pas pour de la merde. Voilà, on le prend pas pour un con. Quand dans la même salle, il y a des choses très exigeantes et en même temps, il y accède parce que tout le monde est dans le même... Donc ça, c'est le premier truc. Faire des expos où les enfants ont envie de... insister sur ce point parce que ça me rappelle ce qu'on a beaucoup dit du cinéma hollywoodien, c'est qu'en fait, il était très populaire parce qu'il, par structure, historiquement, il devait s'adresser à des gens qui parlaient pas très bien l'anglais et qui devaient être touchés par le fond presque avant la langue, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand le cinéma hollywoodien réussit dans les années 30, en fait, il y a que des immigrés dans la salle. Il y a que des gens qui viennent d'Europe centrale, il y a que des gens qui sont pas forcément américains, des Italiens. Et donc, pour réussir à apporter des histoires, en fait, il faut le penser comme ça. Ça veut dire que, en fait, la question, c'est pas tellement la culture, c'est la manière dont on la pense. Et quand on dit qu'on est grand public, et populaire, c'est ça en fait. C'est pas simplement de dire on va traiter que de hip-hop, c'est la manière dont on le traite. Exactement. Alors nous on a une phrase clé justement sur le grand public. Nous on dit on n'est pas grand public, on est tout public. Comme ça fait que grand public ça veut dire que tu fais une moyenne. D'accord. Tout public c'est que t'en as pour tout le monde réuni dans une même pièce. En fait. Par exemple sur le hip-hop, comment tu fais ça? Alors, le hip-hop... c'est peut-être un exemple... Ouais, c'est peut-être un peu trop... Et puis, j'ai pas fait non, donne un exemple. Mais je te prends Jeanne d'Arc. Ouais, Jeanne d'Arc. Historien de Jeanne d'Arc. Il faut expliquer... on a tous quelque chose de Jeanne d'Arc. On a fait un scénar... C'était Mollard, le commissaire. Il avait instigé le truc, mais nous, on l'a bossé beaucoup plus profondément. C'est très, très compliqué intellectuellement. C'est le procès du procès. Oui. Parce qu'il y a eu un deuxième procès. Donc, on a réécrit tous les textes à partir des minutes. Enfin, c'est un truc. C'est-à-dire que dans la même... Et on a fait ça sous une forme immersive. Après, c'est projeté partout. Très beau. Enfin, c'est dans un endroit sublime. Donc, en fait, dans la salle, imagine, t'as un historien, un môme, un anglais.
l'historien, il va savoir d'où ça vient, tout ce qu'on raconte, parce que lui, il la connaît, l'histoire. Il sait très bien qu'on est parti des minutes du procès. Le môme, il va voir le spectacle, il va retenir Tout machin, public. et l'anglais, il va voir, et c'est ça, tout public. C'est pas vouloir faire une moyenne, parce que ça, t'y arrives pas, et ça fait des expos un peu pauvres. Ouais. C'est comment dans la même pièce, moi je me dis tout le temps ça, comment dans la même pièce, un érudit et un môme de 4 ans, ils vont s'éclater. C'est une des recettes, par exemple, de Pixar. Ouais, Qui fait un dessin exactement. animé qui peut faire rire les enfants C'est et ça. faire réfléchir les Voilà. parents au second, voire au troisième degré sur la même scène. Donc déjà, par rapport à ta question, comment faire pour déjà donner l'envie? Il faudrait déjà que les musées, mais c'est ce qu'ils font, mais il faut Donc garder ça, c'est les cette expos que exigence. toi, tu vas faire. Voilà, les expos Elles sont- j'espère faire ça pour donner les gens l'amour du musée, enfin, c'est le premier truc. Après, il y a parler de ces métiers, mettre l'art et la culture, on n'en parle plus depuis des années, depuis, tu vois, Au devant. ouais, au devant de l'éducation, de parler des métiers de l'art et de la culture, de leur dire qu'on peut s'amuser quand on travaille, enfin, on Bien peut sûr. faire des C'est trucs. un privilège, en fait. Ouais, c'est ça, et que ça, c'est possible, enfin, tu vois, mais ça, il faut que les profs le disent, il faut parler des métiers des métiers d'art de manière un peu plus, quand on fait les formations, là, Macron, il parle du numérique et tout ça, de tous les jeux vidéo, on est au top, sûr, nous, bien sûr, en France. Ça, il faut le dire aux mômes. Donc, le jeu vidéo, c'est aussi faire des films pour les expos, enfin, il y a plein de ramifications. Et puis Le métaverse. ouais. Et puis après, il faut être fier de notre différence, parce qu'on est en force en fait par rapport à l'autre. Enfin, moi je trouve, moi qui ai la chance d'être bien dans ma peau, enfin, il faut, mais ça vient. Enfin, je trouve que le syndrome de se planquer parce qu'on est tout seul, ça part un peu. Après, ça va un peu trop dans l'autre extrême. Mais moi, je suis pour la revendication de ce qu'on est. Enfin, donc moi, je trouve qu'il faut en faire une force. Et il Quoi, faut c'est Jay-Z, quoi. Ouais, C'est-à-dire, et puis voilà, on parce que est là, Jay-Z, c'est à la fois- on a un parcours, il faut ramener notre sensibilité, notre culture, et y penser quand on. Mais quand tu te retrouves à travailler sur Jeanne d'Arc, Ouais, tu te moi, je suis dis, trop contente. s'il y a, s'il y a une gamine guadeloupéenne, Ouais. qu'est-ce que ça va lui inspirer, Jeanne d'Arc? Parce que comment tu vas faire pour que ça la touche aussi? Et je vais faire ces formes, justement, je vais lui faire passer ce que moi j'ai ressenti. C'est-à-dire que moi, Jeanne d'Arc, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais Le Pen, elle va être tellement dégoûtée quand elle va voir qui a fait l'historial. Et puis c'était Fabius, le commanditaire. Oui. Donc, C'était en Normandie. ouais, là-bas. peut-être. Parfois, je me dis, peut-être, ils m'ont pris parce que je suis noire. Pour leur. Non, mais c'est aussi possible. Storytelling. Ouais, enfin, tu vois, genre Jeanne d'Arc. Pas que, hein, évidemment. Mais... qu'est-ce que je vais. La Guadeloupéenne, je vais lui faire passer que Jeanne d'Arc, en fait, c'était la première des féministes. Femme qui s'est coupé les cheveux, les habits d'homme, qui a mené la guerre, et que c'est pas Le Pen, quoi. C'est l'histoire de France. Je vais lui faire aimer la culture. C'est un peu comme Zelensky, qui est un petit comédien juif ukrainien qui devient président, voilà. qui mène la guerre alors que personne s'attendait à ce qu'il mène la guerre. Non, c'est faire aimer la culture, aimer et comprendre que la culture, c'est de l'imagination, c'est de l'histoire, c'était emporté, enfin. C'est ça, il faut redonner la culture au centre, parce que les mômes, ils sont dans la culture. Quand ils font du hip-hop, du machin, du truc, c'est de la culture. C'est pour ça que l'expo hip-hop, ce qui est chouette, c'est que là, on pose un truc de la culture, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu vas faire celle de Johnny, ou c'est encore ça? Ouais, on peut le dire. Ouais. Bon, Johnny, par exemple, Johnny, tu le gagnes à la... Non, ça, je l'ai pas gagné, on m'a choisi. Laetitia, elle m'a choisi. Voilà. Enfin, il y avait une interview de 3 scénographes. Et donc, comment on va faire pour que ce soit tout public, Johnny? Parce que c'est... alors déjà, Johnny, c'est pareil. Moi, j'aime bien faire des monuments. Parce que, donc, Jeanne d'Arc, pour moi, Johnny, c'est du même ordre. Icône, quoi. Ouais, icône. Pourquoi c'est intéressant de faire des icônes? Parce que les gens, ils arrivent en connaissant quelque chose. Ils n'arrivent pas à tabula rasa. Ils savent que le bateau a coulé. Exactement. Ouais. Donc, c'est vachement intéressant de construire, déconstruire, de les étonner, de les emporter, de les accompagner, de trouver tous ces fils d'avec quoi ils arrivent.
Et Johnny, moi, premier truc, et Laetitia, elle est là-dedans, c'est le monter en gamme. Arrêtez de dire Que coucou. ouais, voilà, c'est ça. Le mec, c'est un monument. Il a fait 5 générations de Français. Il y a pas plus star et c'est un rocker. Moi, j'aime pas forcément sa musique, mais c'est pas le sujet. C'est le gars, quoi. Enfin, donc déjà, montée de gamme. On va pas faire un truc beauf entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est pas le mot. Non, mais il a fait. Moi, je l'ai vu au Parc des Princes. Il y avait 50 000 oui, personnes. mais c'est ça. Comme mais Johnny, les c'est Rolling un Stones. voilà, Ouais. Johnny, c'est redonner ce que Johnny doit avoir. Mais auprès des snobs, moi, ce que je veux, c'est que les snobs, s'ils viennent dans l'expo, ils viendront peut-être pas, mais bon, il y aura peut-être mes copains, certains copains snobs, qu'ils aiment Johnny, quoi. Enfin, Oui, bien parce sûr. que c'est un mec génial. Oui. Et qu'il a été hyper innovant techniquement. Donc, même dans les textes, dans le choix des textes. Non, mais c'est un rocker, le gars, il n'y a pas à chier. Il est beau, enfin. Le mythe américain. C'est quelqu'un d'humainement chouette, enfin. Ouais, Bon, ouais. après. Donc c'est ça, monter étonné par ça. Et ça, justement, comme il draine tout un public hyper populaire, et que Laetitia, elle fait ça pour leur offrir, c'était sa manière de rendre l'amour des fans. Et je trouve que c'est super, plutôt qu'un musée, elle veut faire une expo itinérante. Donc ça va. C'est un cadeau qu'on doit donner quand je dis valoriser le public, c'est ça, c'est que les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée, tu vois, ils vont se sentir faire partie de cette histoire et tout ça, et qu'on leur donne un beau cadeau de haut niveau, quoi. Pour que ce soit tout public. Tu vas dire, on va reprendre. On va pas se focaliser sur la Guadeloupe, mais si on dit dans une ville où aujourd'hui on aime que le hip-hop, en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'ils auront envie d'aller voir On va faire du spectacle, on va faire un truc, on va faire de l'immersion, on va parler de musique. Johnny, ses idoles, c'est Jimi Hendrix et machin et trucs. Il a joué pour lui. Bah oui, il a toute la culture black, il adore les Antilles, il est mort à Saint-Barth. Johnny, c'est black, hein, c'est black music, quoi. Enfin, tu vois. Donc, blues. Bah oui. Donc c'est ça. Tout le public, c'est ça. C'est que le môme de banlieue qui va peut-être venir avec sa classe, c'est peut-être possible, qui s'y retrouve, quoi. Ouais, qu'il soit pas exclu parce que Johnny, c'est un monsieur Johnny, blond. voilà. Johnny, il vient du blues, quoi. C'est rock and roll, quoi. Moi, ça, j'adore parce qu'il y a un vrai challenge. Et c'est un monument. Et donc toi, tu penses que c'est par ces actions à la fois très stratégiques dans la façon de faire, dans le choix et dans qu'on va faire bouger les lignes. C'est pas des actions publiques, c'est pas des luttes contre la discrimination, ou ça vient en enrichissement. Non, je pense que c'est ce truc-là de la scénographie, c'est pas des luttes contre la discrimination. Par contre, c'est des luttes contre la discrimination au niveau de l'école. Ça, c'est sûr. Au niveau de l'éducation, parce que il se trouve que les Noirs en France sont plutôt pauvres. Ça, moi, j'en peux plus, moi, d'avoir quand j'étais à Londres. Moi, j'ai habité à Londres pendant 1 an. Mais attends, dans tous les milieux, t'as des Noirs, quoi. C'est pas possible qu'en France, dès que tu passes le cap des riches, t'as plus de Noirs, quoi. C'est pas acceptable. Donc, c'est surtout. Si t'as des joueurs de football maintenant. Ouais. Enfin bon, tu vois, t'en as 20. Donc c'est pas normal que t'as pas un banquier, le directeur de la banque, le machin, C'est pour ça moi je me sens bien à Londres, ou je me sens bien à New York, encore que à New York c'est compliqué. Ils sont tellement dingués, et tout, c'est complexe, quoi. Mais à Londres, c'est un bon exemple. Moi je trouve, à Londres, c'est pas normal qu'en France, dès qu'on est CSP+, il n'y a plus de noirs, quoi. Donc, pas possible. Donc, c'est pour moi... L'éducation. Ouais, l'éducation, quoi. Enfin, il n'y a que ça, quoi. Et les lois. Ouais, mais des politiques, tu vois, des politiques, justement, de la culture, de la formation, tu vois, la formation au métier. Tous les mômes, ils sont... Tu vois, le numérique, l'immersion, mais c'est tout pour les mômes. C'est que du digital, ouais. C'est du jeu vidéo. J'ai des bandes son dans mes expos, des films, de la construction. Ça peut être aussi des constructeurs. Tu vois, il y a du design, mais même jusqu'à l'aménagement, les travaux. C'est-à-dire, tu peux tout d'un coup valoriser le fait que tu es un bricoleur ou je sais pas quoi, ou que tu bosses dans le bâtiment. Tu peux dire, bah tiens, je vais aller faire des décors.
menuisier, je vais faire des décors. D'accord. Donc c'est la Les transmission. métiers, la conception. Le métier, l'éducation et donner envie et donner envie d'aller au musée. Là, par exemple, donc je fais la maison d'Aimé Césaire en Martinique et je leur ai dit il faut absolument que notre projet, on mette dans le projet de la formation professionnelle au métier du numérique. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'on fasse venir des gens. Donc il faut qu'il y ait des gens, on les forme pour savoir régler les vidéoprojecteurs, tout ça. Et c'est ça, hein, la formation. Et tu parlais de l'Afrique tout à l'heure. Il y a un pays, je trouve, qui incarne vraiment bien ça en Afrique, c'est le Nigeria, où ils sont très très forts en cyber, de toute façon, en cybermonnaie, en crypto-actifs, en création. Je sais pas si dans les pays francophones il y a aussi cette énergie, mais moi ça m'avait frappé de voir à quel point au Nigeria il y a déjà en fait ce que tu vois à Londres. Est-ce que tu as aussi une action par rapport à ces pays qui sont à la fois francophones ou qui sont aussi héritiers d'une histoire qui est à la fois liée à la colonisation, mais dont les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants sont dans les banlieues en France. Est-ce que quelque chose comme Kylian Mbappé symbolise, parce que Kylian Mbappé, son père est camerounais et sa mère est algérienne, donc d'origine. Donc, et comment est-ce que il n'y a pas une génération aussi comme ça à aider comme a fait Aimé Jacquet, c'est-à-dire en mettant en avant tous ces gamins de banlieue pour faire l'équipe de France. Bah oui, mais moi je leur dis, moi j'essaie beaucoup de m'incruster en Afrique, là, enfin m'incruster de manière vulgaire. Parce que là, il y a un marché, si on est entrepreneur, il y a un marché, il y a un monde. Il y a un monde muséal, d'exposition, justement. Le Nigeria, bon, c'est une grosse machine. C'est compliqué, le Nigeria. Ouais, voilà. Mais c'est vrai, mais il y a Londres, ça a créé, et puis il y a la musique, enfin, le truc de fou, quoi. Moi, je vais en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est top. Là, je suis en train de bosser pas mal en Côte d'Ivoire. J'ai une amie qui s'appelle Anna Alix Kofi qui fait une revue qui s'appelle Something We African Got, qui est une fille super, qui va monter un lieu d'exposition numérique sur lequel je travaille à Abidjan. Donc là, il y a des pierres Là, je vais à la Biennale de Dakar dans 10 jours, parce que justement, avec ce truc de l'art contemporain africain qui devient super branché, où tous les blancs se battent pour acheter les œuvres, on va tous y aller. Et ça c'est quand même super agréable quand je sais pas si tu l'as vu, l'expo du Palais de Tokyo, là, celle de Vert. Il y avait Sarah Maldoror, où il y avait plein d'artistes noirs de plein d'origines différentes, enfin de pays. Et le vernissage, t'as presque la moitié de gens noirs. Oui, c'est complètement dingue, hein, c'est génial. Hein, que tu te dis, ouais, le monde bouge. Donc, il y a vraiment, si on peut dire quelque chose, et moi je dis souvent aux jeunes issus de l'immigration, je dis, mais va faire du biz en Afrique. Ah, tu vois, la France est mort d'une certaine manière, c'est pas mort, mais pour des entrepreneurs, il y a tout à faire là-bas. Pour les gens qui ont l'esprit d'entreprise, justement entre la France, l'Afrique, se développer, tout ça. Oui, en fait, ils ont une chance parce qu'ils ont plusieurs cultures. Exactement. Ils ont plusieurs territoires, donc plusieurs marchés. Voilà, c'est ça. Et ils ont la capacité d'enrichir l'un avec l'autre. C'est-à-dire ce qu'ils vont amener en Afrique, ils vont aussi pouvoir l'amener ici. Voilà. Et ils vont pouvoir exister. Exactement. Et ils peuvent en même temps peut-être s'acheter une petite baraque pour construire l'avenir. Enfin, tu vois, il y a tout un projet de vie. Projet. Et moi, en muséographie, il y a tout un continent. Moi, je voudrais dans mes plans de carrière, entre guillemets, là, tu vois, dans les 10 prochaines années, je vais travailler en Afrique, mais je suis en train de commencer. Merci Clémence, c'était génial. Avec plaisir.